Un mythe est une construction imaginaire qui se veut explicative des phénomènes cosmiques ou sociaux. Ainsi, à mesure que les bateaux déversent des centaines de migrants dans la Méditerranée, des mythes se sont construits pour expliquer ces phénomènes migratoires. Aujourd'hui, je vous propose dans cette émission de sortir des mythes qui subsistent aussi bien en Europe qu'en Afrique et faire face à la réalité des mouvements migratoires. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de la Grande Palabre intitulé Les migrations africaines, mythes et réalités. Merci à mes invités qui ont accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, un débat passionné, passionnant, passionnel, voilà comment notre invité a l'habitude d'évoquer ces sujets migratoires. Et pour cause, c'est monsieur François Héran, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France. Bonjour et merci. Bonjour. À ses côtés, Amara Mahoul, rédactrice en chef adjointe, chargée du site Infomigrants de France 24, un site d'information destiné aux migrants, disponible en 5 langues, en collaboration avec plusieurs autres médias européens. Amara, bonjour. Bonjour. Alors, en préambule de cette émission, je vous propose tout d'abord de cerner le sujet et de poser le débat par une petite explication sémantique. Tout d'abord, Monsieur Héran, pouvez-vous définir ce que c'est un migrant ? Alors, migrant ou immigrant, quand on prend le point de vue du pays qui accueille, il y a une définition internationale qui est recommandée par les Nations Unies de longue date et qui consiste à dire qu'un migrant, c'est une personne qui naît dans un pays donné, qui franchit la frontière et s'installe dans un autre pays pour une durée d'au moins 1 an. Voilà, dans là on distingue, c'est un terme un peu générique, hein, le migrant en français, ça désigne souvent la personne qui est en train de migrer. Et l'immigré, c'est la personne qui, ayant migré, est installée depuis un certain temps et fixée dans le pays. D'accord. Et est-ce qu'on peut définir, par exemple, ce que c'est tout simplement la migration d'une manière générale ? Comment est-ce qu'on... Alors, la migration, de manière générale, c'est le fait, évidemment, de changer de lieu de résidence. On distingue habituellement de la migration interne, la migration à l'intérieur d'un pays, puis la migration externe, la migration internationale. C'est souvent pas très bien précisé, hein. Quand on parle, par exemple, des migrants climatiques, est-ce que c'est forcément des gens qui vont changer de pays ? Ça n'est pas très clair quand on écoute les débats. Et il y a de très, très grands pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Nigeria, etc., qui ont très peu d'émigration internationale. Ce sont des pays tellement gigantesques, sont une véritable planète à eux seuls, que finalement, la migration interne représente l'essentiel de la mobilité des personnes. Des personnes. Et alors, Amara Mahoul, justement, je voulais vous avoir dans cette émission parce que vous vous occupez donc de ce site internet Infomigrants. Donc, vous avez souvent, vous êtes aux prises avec les migrants et vous leur donnez des informations donc utiles à destination, donc que ce soit vers les pays où ils vont ou du pays où ils viennent. Donc, pour ça, vous avez une expertise assez précise. Mais j'avais envie de vous demander, vous aussi, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sémantique, la différence entre le demandeur d'asile, le réfugié, l'immigré ? Oui, en fait, on parle souvent de migrants de façon très générale, mais il y a plusieurs catégories, si on peut dire ça. Comme l'a dit Monsieur Héran tout à l'heure, le migrant, c'est celui qui se déplace, stricto sensu. Et puis, après, une fois qu'il a déposé sa demande d'asile, on l'appelle demandeur d'asile. Ça lui donne, dans beaucoup de pays, certains droits auxquels le migrant qui n'a pas déposé de demande d'asile n'a pas encore droit, n'a pas droit. Et puis, il y a le réfugié. Alors, le réfugié, c'est un terme qui fait débat. Nous, à Infomigrants, en tant que journalistes, avec un souci d'objectivité et de neutralité, on a adopté la définition juridique du terme. Pour nous, le réfugié, c'est celui qui a obtenu le statut de réfugié, soit de la part du pays où il a fait une demande d'asile, soit dans certains pays de transit où on ne peut pas vraiment faire de demande d'asile, il est inscrit sur les registres de l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Il fait partie de cette liste. Ça, je parle notamment des Syriens qui sont au Liban, en Jordanie ou en Turquie. Et je disais, il fait débat parce que certaines personnes ont tendance à penser que quand on fuit un pays en guerre, on est réfugié. Or, en fait, le terme est différent. En tout cas, le statut est donné pour des raisons différentes. C'est-à-dire, il faut prouver. En France, c'est l'OFPRA, c'est pas, par exemple. En France, c'est l'OFPRA qui est la seule instance qui donne l'asile ou la protection subsidiaire, une protection. Il faut prouver qu'on est soi-même menacé. Alors, on peut très bien avoir le statut de réfugié, même si on ne vient pas d'un pays en guerre, parce qu'on est menacé, nous, pour notre orientation sexuelle, notre ethnie ou notre religion. Ou l'engagement citoyen, Tout à etc. fait. Et puis, si on peut se
permettre également, maintenant, il y a une nouvelle catégorie qui apparaît, qui est le dubliné. Ce sont ceux qui constituent la plus grande partie des migrants qu'on voit en tout cas à Paris dans les camps. Les dublinés, c'est pas des sans-papiers, ou c'est pas des déboutés non plus. Ils sont pas encore déboutés du droit d'asile. C'est toujours des demandeurs d'asile, sauf qu'en fait, ils ne se trouvent pas dans le bon pays, selon la législation européenne, qui est la circulaire de Dublin, qui stipule que, voilà, d'où le nom, qui stipule qu'un demandeur d'asile doit faire sa demande dans le premier pays d'Europe où il a laissé ses empreintes. D'accord. Voilà. Ah oui, alors ça c'est très très compliqué, mais c'est vous expliquer aussi l'enjeu du débat. Hein. Oui. Tout est dans les termes. Voilà, c'est pas si simple que ça. Préciser encore les choses. Le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, donc distingue les déplacés, qui sont des migrants de force qui ont été déplacés à l'intérieur de leur propre pays pour fuir les zones de conflit, alors que les réfugiés sont des personnes qui ont obtenu un statut de réfugié. Alors il y a 2 statuts de réfugiés. Ça, c'est assez important maintenant. Il y a la Convention de Genève qui vous donne un statut de réfugié à vie, en quelque sorte. Mais maintenant, pour plus de la moitié en Europe, dans la moitié des cas, il y a ce qu'on appelle des protections subsidiaires ou humanitaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi propre à chaque pays qui décide des conditions qui font qu'on peut recevoir aussi un asile, obtenir un statut de refuge, mais il va être temporaire. Et si la situation est censée s'améliorer dans le pays d'origine, vous devez revenir. Donc il y a vraiment 2 types de refuges actuellement, très stables et plutôt temporaires. D'accord. Alors, parlons déjà, donc là, nous, on va s'intéresser aux migrations africaines, donc ceux qui migrent, que ce soit à l'intérieur, et on expliquera pourquoi, justement, de l'Afrique et les proportions, et vers l'Europe. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire, tout simplement, à combien est-ce qu'on estime le nombre de migrants africains en Europe? Alors, ou en France particulier? Bon, je n'ai pas comme ça le chiffre en tête globalement. Moi, je préfère parler en proportion, je préfère parler en taux d'émigration. Si vous voulez, actuellement, les régions du monde qui migrent le plus, ça n'est pas l'Afrique subsaharienne. Ce sont des pays qui sont, je dirais, dans une position intermédiaire sur l'échelle du développement. Les pays qui migrent le plus, d'abord, c'est le Mexique aux États-Unis. C'est de loin la plus grosse migration observée au monde actuellement. Il y a 11-12 millions de Mexicains aux États-Unis. C'est le couloir migratoire d'un pays à un autre le plus important au monde. Mais vous avez d'autres grands couloirs, comme les Turcs en Allemagne, par exemple. Vous avez les Algériens en France, c'est plus d'1 million de personnes. Vous avez beaucoup de pays d'Asie centrale qui vont en Russie. Vous avez les Asiatiques qui vont en Australie. Et puis vous avez beaucoup d'Indiens, de Bangladais, etc., qui vont dans les pays du Golfe, qui attirent également Alors à côté de ça, l'émigration qui vient d'Afrique, venant du Maghreb, elle est importante. D'Afrique subsaharienne, elle est beaucoup moins importante. Il y a à peu près quelque chose comme 2% peut-être de la population de l'Afrique subsaharienne qui vit, qui a changé de pays, qui a immigré. C'est pas beaucoup. Hein. Si vous prenez par exemple les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie, tous ces pays anciennement communistes, 22% de la population des Balkans vivent à l'étranger. Ça, c'est un taux d'immigration énorme, qui est à peu près qui est 7-8 fois supérieur à celui de l'Afrique subsaharienne. Donc on est intéressé par l'Afrique subsaharienne parce que il y a une perspective de croissance démographique à l'avenir qui fait que la proportion de migrants subsahariens va augmenter, mais certainement pas dans les proportions catastrophiques enfin ça on le verra tout à l'heure, qui sont parfois prophétisées. Oui, absolument. Et par rapport justement aux demandeurs d'asile, est-ce qu'on a là-dessus des chiffres sur la France, combien ça représente justement les demandeurs d'asile africains ou Les pays, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais l'ordre des pays des demandeurs d'asile en France montre que les pays d'Afrique n'arrivent pas du tout en premier lieu. En fait, étonnamment, c'est l'Albanie, la Géorgie qui arrivent en premier lieu des demandeurs d'asile, puis l'Afghanistan. D'accord. Donc ça aussi, c'est un mythe. La Syrie ensuite. Justement, ça fait partie des mythes. Bon, la RDC est assez bien placée après tous les pays que vous avez cités. On a eu pendant certaines époques, parce que ça varie d'une année à l'autre, pas mal de demandeurs aussi de la Corne de l'Afrique, de l'Érythrée, Somalie, Djibouti, Éthiopie. Donc voilà. Mais oui, les demandeurs d'asile viennent d'abord des confins de l'Europe. Géorgie ou Albanie. D'accord. Et pour vous, justement, Monsieur François Héran, comment est-ce que, donc cette émission s'intitule Mythes et réalités, pour vous, quel est le plus gros mythe, justement, sur les migrations africaines ?
Alors, il y a beaucoup de mythes sur toutes les migrations en général, mais celui qui concerne le plus directement la migration africaine, notamment subsaharienne, c'est le mythe qui consiste à croire que par une sorte d'effet mécanique, par une sorte de déversement naturel, les pays les plus peuplés vont forcément se déverser, entre guillemets, vers les pays les moins peuplés, que les pays les plus pauvres vont forcément migrer vers les pays les plus riches, que les pays tropicaux vont forcément migrer vers les pays tempérés. Or, rien de tout ça n'est vrai. C'est-à-dire que les plus grosses migrations dans le monde, c'est plutôt des migrations qui proviennent de pays qui sont à un niveau de développement moyen. J'ai cité le Mexique, la Turquie, les Balkans, certains pays d'Asie. C'est les plus gros bataillons de l'immigration, ce sont ces pays-là, et en même temps, ce sont des pays qui souvent ont déjà des taux de fécondité très faibles. Les Balkans, c'est très faible. Donc l'idée qu'un surcroît d'enfants va nécessairement se déverser sur l'Europe n'est pas du tout prouvée. Quand on a une très bonne base de données pour ça, c'est ce qu'on appelle la base bilatérale des migrations. Vous avez 260 millions de migrants dans le monde, et vous les classez en fonction du pays de naissance et du pays de résidence, et vous regardez comment ça se distribue. Eh bien, l'Afrique est très très peu présente là-dessus, et les pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne ne viennent pas se déverser chez nous. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on migre pour améliorer son sort. Et donc, on a des aspirations à migrer, mais pour que ces aspirations se réalisent, il faut avoir les moyens de migrer. Il faut avoir les moyens. Et plus un pays est pauvre, moins il a les moyens de migrer. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement les très grands pays ne migrent pas à l'étranger parce qu'ils ont une migration interne qui, d'une manière, permet aux gens d'améliorer leur sort, mais les pays les plus pauvres, comme le Mali, le Niger, le Tchad, qui sont des pays très enclavés et très pauvres, migrent très peu parce que les gens ont très peu les moyens de migrer. On parlera de toute façon, on reviendra sur les raisons justement de la migration. On va passer justement là. On sait que d'après les chiffres qu'on a compilés grâce à vos leçons inaugurales, entre autres sur le site, justement, je vous invite tous à aller aussi sur le site de Collège de France qui est très très bien fait, qui est gratuit et accessible à tous. Donc on sait que 65% des migrations africaines sont intra-africaines et que très peu en pourcentage des gens Africains migrent vers l'Europe. La plupart des migrations donc sont sur le continent, disais-je. Voilà un mythe qui s'effondre. Je vous propose d'ailleurs de voir un reportage qu'on a réalisé par nos reporters à Ogossouago au Mali en mars dernier, un village rasé par les Dogons et qui a généré une fuite de population. Ça fait partie des raisons qui expliquent des mouvements internes dans un pays ou sur le continent. On écoute. « 1500 déplacés Peuls vivent dans ce camp de fortune. Et c'est ici que plus d'une centaine d'habitants d'Ogossagou sont venus se réfugier. Les souvenirs de l'attaque sont encore vifs, là toujours présente. Cet homme raconte le déluge de feu à 5h du matin, après la prière. Seuls ceux qui pouvaient courir, qui étaient valides comme moi, ont réussi à fuir et à s'en sortir. Sinon, tous les autres, les vieillards, les femmes, les enfants sont restés et ils ont été tués. Ils ont égorgé certains enfants, des femmes enceintes ont été éventrées. Lui a perdu un frère, sa belle-sœur et un neveu âgé de 3 mois. Les rescapés affirment que ce sont des chasseurs Dogons qui sont venus les attaquer avec des armes de type militaire. Selon cette femme, le village d'Ogossagou Peulh était sous embargo. Les Dogons des alentours l'empêchaient d'aller à la foire. Au début, on était inquiets pour les condiments, mais ils préparaient autre chose de plus grave. Et avant qu'on s'en aperçoive, ils sont venus attaquer le village, incendier tous les greniers, tuer tout le monde, brûler tout le mil. On a perdu tout espoir. Des parents leur ont envoyé de l'argent pour leur permettre de prendre le car. Quand tu vois que tous les membres de ta famille ont été brûlés, les corps de tes parents calcinés, ou même les corps de tes enfants, que tu as allaité de ton propre sein calciné lui aussi, est-ce que tu peux encore rester ? Tu ne peux que fuir et partir. Nous n'avons plus notre place là-bas, c'est pourquoi nous sommes partis. Les déplacés d'Ogossagou Peulh ont fui sans rien. À Bamako, ils ont reçu des dons de particuliers et une petite aide alimentaire des autorités maliennes.
Voilà, donc la plupart, on a cet exemple de migration au sein du continent africain et au Mali en particulier. On aurait pu vous proposer d'autres types de reportages, hélas, dans d'autres endroits sur le continent, car en réalité, c'est la première cause de fuite et de migration, donc économique et raison sécuritaire. Les gens fuient la misère, tout simplement, et donc ils partent d'abord en Afrique et pas vers l'Europe. Alors, Monsieur François Héran. c'est pas vraiment la misère qui fuit. C'est-à-dire que c'est l'idée que c'est la misère du monde qui fait migrer n'est pas confirmée. Ce dont on vient de parler, qu'on vient de voir là, ces images saisissantes, c'est les migrations forcées qui sont liées au conflit. On fuit la guerre, on fuit les conflits, mais vous avez aussi ça, je sais pas, les Afghans qui se réfugient en Iran, par exemple. C'est évidemment des millions de personnes. Donc, le plus gros des migrations du sud vers le sud, c'est effectivement des migrations forcées, soit de déplacement interne, soit pour échapper au conflit. Quand on parle maintenant de la migration, alors je dirais plus ordinaire, celle qui essaie d'améliorer son sort, oui, il y a de grandes différences, par exemple, entre l'Afrique et le Maghreb. Mais en fait, les raisons de migrer sont les mêmes partout. Quand on analyse d'ailleurs, vraiment... pourquoi est-ce qu'on migre? Eh bien, Pourquoi on migre pour améliorer son sort. Dans les sociétés rurales qui sont très exposées aux aléas climatiques, souvent la famille délègue un membre du ménage pour assurer une source de revenus qui va permettre de passer les périodes difficiles pendant les saisons agricoles. C'est souvent un revenu d'appoint qui est voilà. Mais l'idée que ce ne sont pas les plus misérables qui migrent le plus. C'est ça qui est vraiment Oui, ça c'est un frappant. point important. Voilà. Mais... Et il y a une différence importante également entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Et le Maghreb, parce que qu'on le Maghreb, 5,5%. Oui, le Maghreb se caractérise par quelque chose de très très précis, c'est que ces trois pays du Maghreb sont complètement cloisonnés et les frontières sont fermées. Et donc il n'y a quasiment pas de migration d'un pays à l'autre du Maghreb. Et lorsqu'ils migrent, c'est au-delà des mers, c'est vers le nord. Alors que l'Afrique subsaharienne, elle a quand même quelque chose qui est en train de se développer. Il y a une liberté de circulation de plus en plus forte au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest. Notamment des accords avec la CEDEAO, il y a des accords, etc. non seulement de libre-échange sur les biens, mais également de libre circulation des personnes. Et ça fait que l'espace migratoire intra-africain, subsaharien, il est beaucoup plus intégré, il est beaucoup plus... que par exemple ce qui se passe en Amérique latine. Il est plus facile à un Africain de changer de pays, d'aller d'un pays à l'autre au sein de l'Afrique de l'Ouest. On pense par exemple aux Burkinabés qui travaillent en Côte d'Ivoire, que pour les Latinos, pour les Latino-Américains, de changer de pays à l'intérieur de l'Amérique latine. Ouais. Les Vénézuéliens ne sont pas très bien accueillis dans les autres pays. Notamment. Et alors, Amara Mahoul, vous, est-ce que vous avez justement, avec tout ce que vous avez compilé avec vos recherches, des raisons plus spécifiques de migrer? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les migrants? Oui, on a été beaucoup sur le terrain pour justement parfois explorer les causes du départ. On a notamment été au Sénégal et en Guinée cette année. Et il y a évidemment le manque de perspectives économiques, le chômage, mais il y a une cause très importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est le poids des réseaux sociaux. La majorité des migrants africains qui viennent en Europe, là j'ai parlé de ceux qui viennent en Europe, c'est des jeunes. Et ils sont très friands des smartphones et de l'usage des réseaux sociaux. Et l'un d'eux, par exemple, âgé de 16 ans seulement, nous a raconté qu'avec une bande d'amis, ils avaient mis en place une épopée pour quitter la Guinée, simplement parce qu'ils avaient vu sur Facebook la photo de l'un de leurs camarades d'école au pied de la Tour Eiffel. Et ils ne se sont pas posé de questions, ils se sont dit pourquoi lui et pas moi, donc je vais essayer aussi. Et ils se sont mis en contact avec des passeurs. Après, il y a d'autres raisons qui sont plus étonnantes et qu'on connaît moins, qui sont liées à la famille et à des traditions. Par exemple, il y a la tradition du confiage. Quand un père ou une mère meurt, ou bien qu'il part ou qu'il abandonne ses enfants, les enfants sont souvent confiés à un parent, un cousin, un oncle, une grand-mère. Et là, souvent, ils ont subi des mauvais traitements. C'est le cas d'un migrant qu'on a rencontré en Guinée qui a décidé de partir parce qu'il était battu par son oncle. Il est arrivé en France mineur. Après, l'asile ne lui a pas été accordé, il a dû rentrer, mais c'était ça la première cause de son départ. Il y a aussi les cas où il y a plusieurs épouses dans la famille, dans les familles polygames. Si l'une d'elles, par exemple, réussit à envoyer son enfant en Europe, l'autre va mettre une pression monstrueuse à ses enfants pour qu'ils puissent y aller aussi, parce qu'il y a une concurrence entre cousins, entre enfants d'un même père, mais de mères différentes. Et puis, il y a une cause que moi, personnellement, je ne connaissais pas et dont je ne me doutais pas. En Guinée,
l'épicentre des départs, c'est un petit village qui s'appelle Mamou. Et on y est allé et on a rencontré des responsables de l'OIM dans la région qui nous ont expliqué que c'était une région majoritairement Peul et que traditionnellement, dans cette ethnie, le voyage représentait un rite initiatique en fait. Et que dans la mentalité de ces personnes qui vivent là-bas, le migrant est perçu comme quelqu'un qui peut améliorer la condition de la communauté et que pour réussir, il faut partir. Oui, absolument. Et alors, ça, c'est intéressant, mais justement, avec vous, François Héran, je voudrais qu'on parle, au-delà donc des raisons des départs, donc ils partent, ils arrivent. On a une littérature nombreuse, assez fouillée. Je parle notamment de Stephen Smith et de son ouvrage qui justement explique que l'Afrique va se développer très rapidement. Et sa démographie va exploser, que ce développement sur le modèle mexicain, justement, que vous citiez tout à l'heure, va engendrer un assaut vers l'Europe, vers le continent européen. Pouvez-vous nous dire en quoi vous, justement, vous réfutez cette thèse ? Alors, si vous voulez, tout part de deux choses. Il y a la crise des migrants qui est spectaculaire, et puis il y a l'idée qu'on pourrait connecter ça à un autre phénomène qui est systématiquement développé par l'ONU dans ses projections démographiques. Tous les 2 ans, l'ONU fait des projections démographiques et montre notamment que l'Afrique subsaharienne va connaître une forte croissance à cause de son taux de fécondité très important. Et donc, actuellement, elle est un peu en dessous d'1 milliard d'habitants. Elle va passer à 2,2 milliards, donc une multiplication par 2, quelque chose en l'espace de 35 ans, d'ici 2050. Et donc, on peut se dire, mais alors, quelle va être l'incidence sur la migration? On peut regarder les choses d'un point de vue démographique, en regardant attentivement, génération par génération, âge par âge. Enfin, c'est pas une simple règle de 3, c'est un peu plus compliqué. Et on peut dire que oui, normalement, d'ici 2050, si ces structures se conservent, il va y avoir à peu près 2 fois plus de migrants subsahariens en Europe qu'il n'y en a maintenant. C'est pas énorme, parce qu'actuellement, en France, par exemple, vous avez 1,5% de la population française qui est d'origine subsaharienne. Si on passe à 3%, voire 4%, ça n'est toujours pas une invasion. C'est pas une invasion, et donc, c'est pas le grand remplacement. Voilà, non, certainement pas. Parler de ruée, d'invasion, de choc, expliquer que tout ça va complètement remettre en cause les fondements de notre protection sociale, tout et de la civilisation européenne. Et voilà, et au-delà, enfin bon, Oui. ça n'a tout simplement pas de sens. La thèse de Stephen Smith, elle s'appuie sur ça, et le sous-titre de son livre, c'est « La jeune Afrique en route vers la vieille Europe », donc ça a l'air très démographique comme thèse. En fait, c'est pas démographique du tout, puisque la base proprement démographique du raisonnement n'aboutit pas du tout à dire, comme il le prétend, qu'il y aurait un quart de la population européenne qui serait africaine d'ici 35 ans. Non, il fait une conjecture, une espèce de devinette économique consistant à dire, mais si l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, se développe au même niveau que le Mexique actuellement, alors elle va migrer autant que le Mexique, c'est-à-dire beaucoup, fortement. Le problème, c'est que l'Afrique, même si elle se développe, c'est certain, il y a des pays notamment africains qui se développent, il y en a d'autres qui stagnent, il y a de tout, eh bien, elle n'arrivera pas à rattraper la moitié de l'échelle du développement en 35 ans et à se hisser au niveau du Mexique actuellement. On n'est pas du tout dans cet ordre de grandeur-là. Donc, j'ai raconté tout ça dans plusieurs écrits. Oui. Et je crois qu'il y a une part de fantasme considérable là-dedans. Il y a l'idée que, là aussi, il y a les métaphores du trop-plein qui se déverse, ça j'en ai déjà parlé. Et il y a aussi l'idée qui est très très frappante à la fin du livre de Stephen Smith, c'est l'idée que ce qui serait bon pour l'Afrique serait nécessairement mauvais pour nous. C'est qu'il y aurait un gâteau de taille fixe et qu'une part prise par les uns serait nécessairement perdue pour les autres, que si l'Afrique gagne à se développer, ce sera nécessairement à notre détriment. Oui. Cette thèse est complètement récusée par les économistes. L'économie, c'est pas un gâteau qu'on se partage de taille fixe, c'est quelque chose qui se développe, il y a une dynamique, et les migrants, c'est aussi des cotisants, des contribuables, des consommateurs, des producteurs. C'est pas simplement des gens qui viennent prendre leur part du gâteau. Est-ce qu'on a évolué l'apport des migrants en Europe ou en France? Oui, il y a eu toute une série d'études. Une des plus sérieuses et plus complètes, c'est celle qui a été faite par l'OCDE. C'est pas un repère de gauchistes. C'est des gens très bornés qui ont montré que, les migrants, il arrive aux migrants ce qui arrive au reste de la population native. C'est-à-dire que quand on est jeune, on coûte à la société. Quand on est actif, on rapporte. Puis quand on est âgé, on coûte de nouveau. Il y a un cycle de vie comme ça, des échanges entre la société et les individus.
individus. Les migrants connaissent exactement le même cycle. Ils sont même plus concentrés dans les tranches d'âge actifs que le reste de la population. Il y a très peu de personnes âgées qui viennent migrer. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de départs. En gros, 30-40% des migrants repartent aussi, parce que certains réussissent leur migration. D'autres partent parce qu'ils ont échoué. Enfin, tout arrive. Hein. Donc, non, les prélèvements sur la protection sociale, les prélèvements sur l'économie, tout ça, c'est complètement fantasmé. Et l'étude de l'OCDE, mais complétée par bien d'autres études qui ont été faites depuis, montrent qu'en réalité, l'impact économique des migrations est assez marginal. Ce que fait une migration, quand elle prend de l'ampleur, c'est que elle augmente un peu la taille du marché, elle dilate un peu l'économie locale, ce qui est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose. Oui, absolument. Et alors, justement, là, je vais prendre donc les questions des internautes, hein, ils sont nombreux. Bon, alors, il y a Tayo Jacob Afora qui nous demande comment est-ce que ça se fait que le déplacement des Européens vers l'Afrique, en fait, n'est pas qualifié, et que c'est uniquement le déplacement des Africains qu'on qualifie de migrants. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. L'expatrié, lui, n'est pas aussi un migrant, Shirley Brunache, qui nous dit la même chose. C'est une question récurrente qui vient assez souvent. Oui, on la pose souvent. Alors effectivement, le mot expatrié était utilisé dans les entreprises pour désigner la partie du personnel qui, pendant un temps limité, 2 ans, 3 ans par exemple, est en poste à l'étranger et doit revenir. Donc c'est du point de vue de la gestion du personnel des grandes entreprises. Mais il est toujours qu'on dit utilisé, expatrié. D'un point de vue technique, s'il passe au moins 1 an à l'étranger, c'est un émigré. Et c'est un émigré, donc un émigré pour le pays d'accueil, un émigré au titre du travail, avec des permis de séjour, etc. Et non, les expatriés, évidemment, si ça dure au moins 1 an, sont des émigrés. On devrait tous les appeler des migrants. Oui, absolument. Mais c'est le langage utilisé au sein des entreprises pour voilà. Et les expats. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que il y a des quantités d'émissions de télévision qui exaltent l'esprit d'entreprise des expatriés. Ils partent au bout du monde, refaire leur vie, etc. Absolument, c'est quelque chose de très positif et une image d'Épinal très positive. On devrait pouvoir appliquer la même chose sur les migrants aux immigrés, les mêmes formules que pour les émigrés. Oui, je ne suis pas sûre que ça marche. Amara Mahoul, justement, leurs conditions de vie ici, on sait que déjà, donc ce mythe-là, vous avez rappelé un petit peu avec cet exemple que vous avez donné de ce jeune qui a vu sur le téléphone portable, sur les réseaux sociaux, justement, mais c'est quoi la réalité rapidement, de leurs conditions de vie des migrants en Europe, ce que vous rencontrez? Là, en fait, tout dépend de la situation de chacun. Donc, pareil que tout à l'heure, ça dépend de sa situation administrative. Donc, si on est un migrant sans être un demandeur d'asile, il n'y a pas vraiment de logement adapté, de logement prévu pour cette personne. Donc là, c'est des personnes qu'on va retrouver dans les campements sauvages où les conditions de vie sont très difficiles, on les connaît toutes. Là, on est en pleine canicule à Paris. À Paris, les camps sont sous la chaleur, les associations se démènent pour leur distribuer de l'eau, mais on imagine à peine à quel point ça doit être terrible. À Bordeaux, c'est pareil, il y a des squats qui ont été démantelés, donc ils sont dans les rues. Après, si on est un demandeur d'asile ou si on est un réfugié, il y a des structures qui existent. Il faut savoir qu'en France, il y a une multitude de structures d'accueil de migrants et demandeurs d'asile qui peuvent exister, mais le système est complètement saturé. Alors, elles ont toutes des noms barbares, CADA, CAO, CAES, UDA, etc. Nous, le rôle d'Info Migrants, c'est justement de décrypter ces cycles, de leur expliquer qui a droit à quoi et où. Mais par exemple, les demandeurs d'asile, ils ont le droit d'aller dans des centres pour demandeurs d'asile en CADA. Parfois, il n'y a pas suffisamment de place, mais aussi, parfois, les demandeurs d'asile ne sont pas suffisamment informés de leurs droits. Donc, ils continuent à être dans les campements. Il y a aussi les Dublinés qui sont majoritaires dans les camps. Eux, ils pourraient aller, par exemple, dans des centres type CAES, mais il y a une autre problématique qui fait qu'ils ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur qu'on les mette en centre de rétention parce qu'ils sont dublinés et qu'on les expulse. Et puis les réfugiés, ils ont le droit d'être hébergés pendant 1 an. Parfois, ils le savent, mais ne veulent pas y aller parce qu'ils n'ont pas le choix de la ville. Ils veulent rester à côté d'une grande ville pour avoir une chance de trouver un emploi ou un logement, parce qu'au bout d'1 an, ils ne seront plus hébergés. Et parfois, ils en bénéficient. Certains aussi ont un réseau de connaissances, mais c'est très rare. Et puis alors, le cas des sans-papiers, alors là, c'est la débrouille, parce que rien n'est prévu pour eux. Et en fait, s'ils sont sans hébergement, la seule solution d'hébergement, c'est le 115, c'est l'hébergement d'urgence. Voilà. Et alors, toutes les informations, évidemment, vous les trouvez sur le site Info Migrants, qui est très, très bien fait. Il y a une page Facebook que je vous invite à consulter. Ça vous donne des informations, aussi bien sur les pays d'accueil que sur les pays de départ. Donc, c'est extrêmement bien fait. Donc voilà, on en profite pour saluer les internautes qui nous ont rejoints
nombreux, donc tous ceux qui expliquent que finalement tous veulent venir en Occident pour plus de bien-être, hein, ceux qui disent j'ai perdu mon travail, donc j'étais obligée de partir, etc. Soulko Moussa Koné. Donc on remercie tous ceux qui ont assisté à cette émission. Merci d'avoir suivi ce débat. François Héran, professeur au Collège de France, merci de nous avoir rejoints. Amara Maroul aussi, merci beaucoup, rédactrice en chef adjointe, chargée du site Info Migrants. À la technique, on remercie Souel Kédir, Xavier Gibert, David Beau à la modération des réseaux sociaux. Merci à tous et rendez-vous en septembre pour une nouvelle émission de La Grande Palabre.